m'appelle Amir Kadir, je suis porte-parole de Québec solidaire, puis il se trouve que pendant les élections qui s'en viennent, c'est-à-dire le 8 décembre prochain, je suis candidat de ce parti-là dans le comté de Mercier, qui, grosso modo, c'est une partie du plateau puis du Banc-Hélène. Votre parti a deux porte-parole, donc vous avez une colistière avec vous, en quelque sorte. Pensez-vous que d'être deux, c'est un avantage ou un désavantage? En fait, on est deux porte-parole pour ce qui est du parti au niveau national. Dans chaque comté, on est un. Donc, elle est candidate dans Gouin. Moi, je suis candidat dans Mercier. Pour nous, c'est un avantage. Pourquoi? Parce que d'abord, ça nous permet de tout le temps provoquer des questions sur le fait que le pouvoir, là, c'est comme l'argent, ça doit se partager. Et un des problèmes majeurs des démocraties occidentales, c'est que le monde va voter pour des députés pour aller prendre des décisions ensemble à l'Assemblée nationale, discuter, mettons, de la guerre, des finances, de la culture, ces choses-là. Souvent, cependant, ce qui arrive, c'est que le premier ministre, qui est souvent le chef d'un parti, comme il y a une culture où c'est lui-même qui décide seul, il concentre entre ses mains le pouvoir, il consulte même pas ses députés, consulte parfois même pas ses ministres, prend des décisions avec quelques conseillers, souvent même pas élus, au nom du peuple, sur des décisions parfois très importantes comme Harper, pour augmenter nos dépenses militaires, puis d'accroître de milliards de dollars le financement de la guerre, bien, il a pris cette décision-là sans consulter le Parlement. Donc, dans ce contexte-là, pour nous, c'est une occasion de dire, écoutez, la manière dont ça marche au Parlement, à l'Assemblée nationale, il faut changer ça. Les décisions doivent être mieux discutées en tous les représentants du peuple. Donc, une chose. En plus, Françoise David, qui est ma colistière, comme tu dis, là, la co-porte-parole, c'est qu'elle a des forces que je n'ai pas, et moi j'ai des forces qu'elle n'a pas. À deux, on s'ajoute, on ne se soustrait pas, on s'ajoute. Parlant d'être à deux, depuis le retrait de Scott McKay au Parti vert, avez-vous considéré reproposer une coalition entre les deux partis? Je sais que ça avait déjà été fait et ça avait été refusé. On l'a fait. Malheureusement, il y a des choses qui ne permettent pas encore aux Verts d'en arriver, disons, à la même conclusion que nous, c'est-à-dire que les obstacles devant les partis en émergence, c'est les Verts et nous sommes des partis alternatifs. Sur plein de points, on a des choses en commun. Les uns, on met un peu plus l'accent sur la justice sociale, les autres, un peu plus d'accent sur des questions plus environnementales. Mais dans l'ensemble, il y a plein de choses qui nous rejoignent. Et les obstacles qu'il y a devant nous, c'est-à-dire l'absence de proportionnel, le fait qu'on ne nous couvre pas adéquatement, c'est les mêmes. Donc, on aurait avantage à travailler ensemble, un peu comme la coalition, là, aujourd'hui, au moment où on se parle, au niveau canadien, alors qu'on leur avait dit, moi, je leur avais proposé au Bloc et au NPD, d'essayer de voir s'ils peuvent créer une situation de coalition, des collaborations. Mais là, la situation les force à le faire, puis tout le monde est content de ça. Donc, ce qui se passe en ce moment au fédéral, si vous aviez à le faire, vous êtes toujours un peu une affaire de coalition comme ça. Le matin même, quand c'est produit, j'ai pris le téléphone, j'ai parlé au chef de cabinet de M. Duceppe, j'ai parlé au conseiller spécial politique de M. Layton, parce que je voulais leur proposer de le faire, de surtout tout mettre en œuvre pour que ça puisse se réaliser, parce que je pense que c'est de ça que les gens ont besoin, de surmonter le scepticisme. C'est l'espèce d'ennui qu'on a par la politique parce qu'on dit c'est toujours la même chose, puis ils ne peuvent rien faire. Or, des situations comme ça, des situations de crise, c'est le moment peut-être de débloquer, puis de créer de nouvelles manières de faire la politique. Vous avez parlé vendredi de faire de la culture vraiment une priorité numéro un. Je me demandais quand va venir le temps d'investir dans la musique. Comment allez-vous faire la distinction entre la musique qui est plus commercialement viable versus des groupes qui sont plus indépendants et émergents? On prévoit un filet de sécurité pour les artistes du Québec. Quand tu proposes un filet de sécurité, ça veut dire que tu tiens compte du fait que l'artiste, là, avant que son produit soit commercialisé, il y a tout un processus de création qui peut lui prendre 6 mois, 1 an, parfois plus. Il y a besoin d'avoir un appui. Donc, il faut une reconnaissance de l'État. Puis, il y a des sociétés avancées qui le font. Je ne sais pas pourquoi le Québec ne pourrait pas le faire. On est un peuple riche, on est un peuple qui aimons la culture, qui voulons le vouloir développer. Donc, pour les musiciens, ça va être la même chose. Ensuite, si dans l'État, le gouvernement peut décider que si je dois protéger ma culture, surtout dans l'Amérique du Nord, où on est entouré d'anglais et d'anglophones, l'État peut contrôler le marché. C'est pas vrai qu'il faut toujours laisser le marché libre. On le voit d'ailleurs avec les finances. On a laissé les finances sans réglementation. Regarde le catastrophe que ça a donné. La culture, c'est encore plus important d'avoir des mesures de contrôle, des mesures de protection de notre culture. Ça veut dire, à un moment donné, on a le droit comme société de dire bien, les produits commerciaux américains anglophones ne peuvent pas occuper tout l'espace audiovisuel du Québec. De préserver un espace pour que nos créateurs aient un peu d'espace pour respirer.
Et je pense que petit à petit, les gens vont prendre goût. C'est pas vrai, ça. La seule chose qui fait qu'on tape toujours sur le plus petit commun dénominateur, c'est que ça fait l'affaire des businessmen, des hommes d'affaires qui veulent, avec le même produit, occuper tous les marchés. Alors que le monde a besoin de diversité. Et c'est pas vrai que notre peuple n'est pas mûr pour plus de culture, pour plus de diversité, pour des créateurs, des auteurs qui viennent d'ici. Et moi, je suis sûr que si on a des gouvernements suffisamment courageux, suffisamment inspirés pour avoir le goût d'essayer, les créateurs du Québec sont prêts, les jeunes du Québec sont prêts. J'ai une autre question. Je lisais il y avait les 8 axes de votre plan, puis ça parlait de la protection de la langue française ainsi que de la culture québécoise. Je me demande, est-ce que l'un est mutuellement exclusif à l'autre? Comme un groupe québécois qui promouvoit la culture québécoise mais qui chante en anglais. Oui, ben, la culture québécoise est plus vaste, je pense, que la langue française. Les deux ne sont pas exclusifs, mais les deux se complètent. Tu as tout à fait raison de dire, par exemple, au Québec, on a des groupes musicaux qui non seulement chantent en anglais, mais d'autres qui font du klezmer. Bon, et ça fait partie de la richesse du Québec. Donc, ne suffit pas de dire la défense de la langue française. Si on veut vraiment considérer tout ce qui s'appelle culture au Québec, ben, il faut aller plus loin. Okay. Voilà. Maintenant, pour qu'il y ait plus léger, question musique. Dans vos meetings, quand les caméras sont fermées, est-ce que ça écoute de la musique? Est-ce qu'il y a Oui, juste l'international socialiste. Ouais. Il y a des gens qui pensent ça, hein, qu'on chante que des communistes partout chez nous. Écoute, on entend toutes sortes de musique, des vieilleries, des fois, que j'aime beaucoup. Hein, par exemple, c'est le début d'un temps nouveau. Bon, ce genre de choses-là, qui a déjà 30 ans ou 40 ans, on chantait, puis c'est très, très beau. Mais, tu sais, récemment, on a eu un spectacle chez La Tulipe. Alors, on a eu des gens comme Jean-François Lessard, on a eu des gens comme Paul Carniello, comme Ivy, il y a Richard Desjardins qui nous a donné son appui, il y a Dan Bigra, il y a Ève Cournoyer. Donc, il y a plusieurs courants qui traversent, si tu veux, qui traversent notre parti. Puis on verra un jour qui d'autre veut. Ben, qu'est-ce qu'on écoute maintenant sur le ben, comme un peu tout le monde. Comme on est un parti qui est essentiellement fait de jeunes, hein, c'est surtout les jeunes. D'ailleurs, tu en as vu quelques-uns là avec moi qui contrôlent notre parti à la base. Alors, c'est sûr que c'est un peu leur musique qui prend toute la place. Je ne pourrais pas aller dans tous les détails. Je ne pourrais pas te les nommer parce que je ne les connais pas toutes. Est-ce que ça arrive? Je sais que c'est arrivé beaucoup aux États-Unis durant les élections. Le Parti républicain choisissait de la musique, puis les artistes allaient les voir pour leur dire, s'il vous plaît, arrêtez de jouer de notre musique, on ne veut pas être associé à vous. Est-ce qu'il y a des artistes comme ça que vous aimez, mais qui malheureusement ne s'associent pas à vous, ils refusent de le faire? Non, ben, à date, c'est sûr que quand on approche des artistes, c'est parce qu'ils ont donné des indications comme quoi ils étaient sympathiques à nous. Mais dès le départ, en 2003, quand j'ai fait ma première campagne pour le petit parti qui précédait Québec solidaire, ben, des gens comme justement le Loco Locas, hein, surtout Biz et Shafik, des gens comme Richard Desjardins, Ève Cournoyer, sont venus d'eux-mêmes proposer leur appui. Alors, c'est sûr qu'on ne veut pas les compromettre s'ils ne veulent pas nous appuyer. Mais comme il y en a déjà beaucoup qui nous appuient, comme c'est un parti jeune, un parti nouveau, un parti qui ose le changement, un parti qui n'a pas peur de dire un certain nombre de choses que les partis traditionnels se permettent jamais de dire, comme distribution de richesses. Hey, les grandes compagnies, il faut que vous payiez vos impôts comme tout le monde. Il n'est pas question que ce soit juste le monde ordinaire. Puis les petites et moyennes entreprises, il n'y a pas de raison qu'Alcan ne paye pas ses impôts. Il n'y a pas de raison que des compagnies minières fassent $1 million de profit par jour, puis qu'au bout du compte, donnent... Bon, comme les artistes disent la même chose. Richard Desjardins, qu'est-ce qu'il dit? Exactement la même chose quand il parle de la forêt. Donc, ces gens-là aiment nous appuyer parce qu'on est à un commencement, puis qu'on ose aller quelque part où les autres ne peuvent pas ou ne veulent pas aller. Merci beaucoup. Bonne chance à Impressius, bonne chance avec les élections.